Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, votre émission qui nous permet de décrypter l'actualité, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sportive, qu'elle soit géopolitique ou qu'elle soit encore économique. Et aujourd'hui, on va parler d'un secteur que peut-être vous connaissez, certains d'entre vous le connaissent très bien, d'autres un peu moins. Donc si je vous dis Murabaha, Musharaka, Mudalaba, Stisna, Sukuk, Selam, si vous ne comprenez rien, vous avez bien fait de regarder cette émission. Et si vous comprenez ces mots, vous avez bien fait également de regarder cette émission parce que on va faire le point sur la finance participative au Maroc aujourd'hui. Finance participative en 2024, un vrai élan, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Mouna Lomnioli, directrice générale de Banque Al Yusr. Bonjour. Comment ça va? Impec. Super. Super, merci. On s'est déjà rencontrés sur des plateaux, donc je suis ravi de vous avoir encore une fois. Tout le plaisir est pour et de moi. parler d'un sujet qui, moi, me passionne. Parce que j'ai suivi le dossier de la finance participative, on va dire, depuis plus d'une dizaine d'années. Et on a vécu beaucoup de jalons, beaucoup de péripéties. Et c'est intéressant de voir que ce secteur aujourd'hui prend son envol. Finalement, on va le voir avec vous aujourd'hui. Alors déjà, on va peut-être revenir sur les fondamentaux, parce que c'est toujours intéressant. Il y a encore beaucoup de gens, même si on n'est pas en 2001, et je me rappelle de 2001, de cette première étude qui avait été menée sur la finance islamique, à l'époque on l'avait fait au Maroc, en 2001, les résultats étaient juste ubuesques, parce que les gens ne savaient absolument pas de quoi on parlait. On est en 2024 aujourd'hui. Ça fait maintenant 7 ans donc, que les fenêtres et les filiales de banques participatives sont présentes. On en est où? Écoutez, vous l'avez effectivement rappelé, nous n'en sommes pas du tout à ce qui avait été annoncé lors des premières études, mais c'est parce qu'elles sont très contestables, avec tout le respect que je dois à ceux qui les ont menées, mais c'est dans les réponses. Quand on interroge quelqu'un pour lui dire si finalement une banque islamique venait à s'installer, est-ce que vous laisseriez tomber le système bancaire classique pour aller vers l'islamique rares sont ceux qui auraient osé dire non. Oui. Et donc, mais finalement, les faits ne sont pas ce qu'on annonce dans une enquête comme celle-là. Mais ma foi, les résultats sont extrêmement encourageants. Les évolutions sont très satisfaisantes. La finance participative est en train de forcer l'admiration de beaucoup d'experts financiers et les résultats vont au-delà des attentes des personnes, même des investisseurs, on va dire, les investisseurs initiaux. Les résultats sont très encourageants et les perspectives sont encore plus encourageantes. Alors, on rappelle encore une fois qu'au Maroc, on appelle ça la finance participative. Alors ça prête parfois à confusion pour des observateurs étrangers qui disent le participatif, c'est le crowdfunding, etc. Non, c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler ça au Maroc. Et c'est pas anodin. C'est pas de la finance islamique, c'est de la finance participative. Quelle différence ou quel petit fine-tuning il y a entre les deux? Alors, on va dire que ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de la finance islamique parce que tous nos produits nous ne pouvons pas mettre sur le marché un quelconque produit s'il n'est pas validé par le Conseil supérieur des ulama. Elle est participative dans la mesure où, en fait, quand on décrit un peu le schéma, vous avez des clients qui ont des excédents. Ces excédents sont placés dans un portefeuille global de financement ou d'investissement qui sont mis donc dans l'activité économique de la banque. Et les rendements qui naissent de ces placements-là sont distribués aux personnes les ayant placées au même titre que la banque. C'est ça c'est ça, et à la fois notre gain-pain et la rémunération de nos clients. C'est en ça que c'est un peu circulaire
et c'est participatif parce que tout un chacun participe au projet. Il y en a qui participent au projet des autres. La banque participe avec les porteurs de projets à la naissance et puis à l'élan et l'expansion de son projet dans des règles qui sont quelque peu différentes de la banque conventionnelle dans la mesure où la difficulté est gérée autrement auprès de la banque participative que la banque conventionnelle. Alors, on va expliquer ça en détail et surtout aussi au niveau de Banque El Yossor, parce que vous avez des spécificités, ça aussi on va en parler sur le marché. Mais déjà, d'un point de vue mondial, il faut savoir qu'aujourd'hui on a près de 3500 milliards de dollars d'actifs de la finance islamique. C'est encore peu par rapport à la finance classique, on est à 2%, mais quand même, il y a 7-8 ans, on était à seulement 1%, donc bon, ça avance, mais c'est quand même un montant considérable. Au Maroc aujourd'hui, j'ai vu les chiffres de Banque El Maghreb. En 2023, on était autour de 29 milliards de dirhams de financement en Mourabaha, c'est bien ça. On est exactement dans le secteur participatif. On est à plus de 2,5 voire 2,7% de part de marché par rapport au conventionnel. Mais sur l'additionnel, nous sommes à plus de 7,5%. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme, un réel dynamisme et que les gains de part de marché vont se faire progressivement. Alors, en préambule dans mon introduction, j'ai donné les noms des différents produits qui existent. Enfin, les principaux, il y en a d'autres. Mais Mourabaha, bien sûr, ça c'est ce qui est le plus connu. Ensuite, il y a tous ces produits qu'on voit très peu, qui sont le Mudaraba, qui sont le Musharaka, qui sont Istithma, qui sont Salam, qui sont il y a aussi les Sukuk, mais ça on en parlera, ce sont l'équivalent des obligations, donc du marché des obligations. Aujourd'hui, le marché, il est dominé par, enfin il est même pas dominé, il est fait que de Mourabaha. Pas que. Alors dites-moi aujourd'hui, Alors, est-ce que vous permettez que je trace un peu je brosse un peu le tableau global? Qu'est-ce qui fait la spécificité des banques participatives et qu'est-ce qu'une banque participative en fait? Une banque participative est une banque à part entière. Elle est sur la forme identique à une banque conventionnelle. Sauf que quand, par exemple, vous gérez un compte, vous avez la gestion de compte. La gestion de compte est régie par un contrat validé par le Conseil supérieur des ulama. Et donc, sur la forme, c'est identique, mais sur le fond, non. Nous n'appliquons pas de date de valeur. Nous ne pouvons pas facturer d'agio débiteur. Par exemple, nous donnons des cartes monétiques. Pas de date de valeur. Pas de date de valeur. Ouais. Vous Donc faites une opération. Je fais un virement, je dépose en espèces le mardi, le 10. 10. C'est marqué le 10. 10. Donc, vous n'avez pas de colonne date de valeur dans vos relevés bancaires? Ça n'existe pas. Ok, ça c'est bien. Voilà. Parce qu'on se demande pourquoi les dates de valeur existent encore. Dans le secteur classique. Alors, vous avez une carte monétique. Vous faites vos opérations, sauf que c'est un contrat aussi émanant du Conseil supérieur des ulama ou du moins ayant recueilli sa validation. Donc, sur les opérations que vous effectuez à l'international, nous ne pouvons pas vous commissionner sur le taux de change. Ce qui fait que vos transactions, vous les faites à un cours de change qui vous est favorable parce qu'il est négocié par nos partenaires monétiques. Je ne vais pas faire de publicité à ces partenaires-là. Ils sont grands, ils sont deux principalement. Ils sont dominants mondiaux. Mais vous avez un cours très favorable. Vous sentez une différence. C'est Visa et Mastercard, on peut le dire. Alors, nos clients profitent de ce que nous accorde Visa comme tarif préférentiel et nous ne sommes pas commissionnés sur ça. Nous ne prenons pas de commission. Donc, vous effectuez une opération à l'international, c'est moins cher auprès d'une banque, près de Banque Liost. Alors, sur les placements, on ne vous garantit pas de rendement. Mais on convient d'un taux espéré. On place cet argent, je l'ai dit tout à l'heure, et on convient d'un mode de partage. À Banque Liost, nous avons fait le choix de favoriser et d'avoir un taux de partage en faveur de nos clients jusqu'à ce qu'on atteigne le taux espéré. Après, on inverse. Okay. Donc, c'est un peu pour lui mettre toutes les chances de son côté pour qu'il atteigne, voire dépasse le taux espéré. J'en arrive au financement.
vous avez parlé de plusieurs produits, mais il faut attendre que ces produits-là soient validés par le Conseil supérieur des ulama pour qu'on puisse les mettre sur le marché. Valeur aujourd'hui, 3 sont validés. Il y a Murabaha, Salam, Musharaka Mutanaqisa. Alors, on va expliquer. Murabaha, c'est celle qui est la plus compréhensible, on va dire la plus simple. La plus Vous achetez, vous avez envie de Murabaha, alors immobilière ou automobile. Vous voulez acheter de l'équipement. Vous demandez, vous allez à Banque Yossar par exemple, j'ai envie d'acheter une maison, mon appartement. C'est vous qui achetez l'appartement. Exact. Vous revendez l'appartement au client avec une marge. Une marge. Donc, ce ne sont pas des intérêts. Non, c'est une marge. C'est une marge et après, vous découpez en fonction du... Et c'est une marge convenue d'avance et c'est une marge immuable. Et quand vous êtes de bonne foi, quel que soit le temps que ça vous prenne, quand vous êtes de bonne foi, ça vous coûte la même chose. Voilà. Ça, c'est le Murabaha. Ça, c'est un Murabaha. Simple, vous achetez, vous revendez. On ne va pas revenir parce que c'est vrai que sur l'immobilier, il y avait le problème de double fiscalité. Non, mais là, c'est réglé. Maintenant, c'est réglé. Double enregistrement, etc. Exact. Bref, ça, c'est réglé, on passe. Sur Salam. Salam, en fait, c'est une acquisition d'une marchandise. Vous avez une marchandise que vous produisez. Je vous l'achète aujourd'hui, je vous la paye aujourd'hui et vous me la livrez dans 6 mois ou dans 3 mois, selon les termes du contrat. Et c'est ça. Et donc, ça vous permet d'avoir de la liquidité et ça vous permet de faire face à vos besoins au fonds de roulement. Nous sommes la seule banque. C'est un peu comme le factoring. Non, le factoring, c'est après c'est après avoir facturé, livré. Là, c'est bien avant, c'est en amont. D'accord. C'est en amont. Vous êtes un producteur de chemises. Avant même d'avoir livré la marchandise, avant je suis en même train de la l'avoir fabriquer. produit. Voilà. Exactement. Ça aide à fabriquer. C'est une avance en trésorerie pour fabriquer. Exactement. Okay. Pour fabriquer, on vous achète une quantité de marchandises et cette marchandise-là, elle est revendue par la suite et nous partageons les gains avec nos clients. Bon, alors, normalement, c'est une marchandise qui nous appartient. Donc, on aurait pu prendre normalement la marge. Sauf que, bon, on fait un peu des choses hybrides et des choses qui nous ne sommes pas aussi gourmands que ça. Hein. Donc, nous donnons une autorisation, un mandat à notre client. Il revend la marchandise à notre place et nous prenons une marge en fait. Nous prenons une marge qui est vraiment acceptée par nos clients. Il est plébiscité en fait ce produit. Ce sont des marges qui sont, on va dire, dans des contrats qui sont figés ou alors c'est tout le temps négociable ou alors c'est des contrats qui sont figés. Ils sont négociables en début de contrat. Et puis, ils peuvent, avant la livraison, être revus de commun accord. C'est toujours en commun accord avec le client. Alors, Murabaha, Salam, 3e produit qui a été validé par le Conseil sur le marché marocain. Mais il n'est pas encore lancé sur le marché. Il n'est pas encore lancé. Non. Mais c'est validé. C'est validé. Et c'est quoi? Donc, c'est une acquisition. On acquiert ensemble un produit. Et puis, nous sortons progressivement, nous vous vendons progressivement nos parts. C'est de leaseback. Exact, c'est à peu près ça. Voilà. À peu près ça. Et oui, voilà. J'essaie juste pour que vous compreniez un peu. Alors, j'y viens. Donc, quand on dit ça, on a l'impression qu'avec 2-3 contrats, il n'y a pas de quoi faire une banque. Oui. Mais c'est pas vrai. Oui. C'est juste une impression parce que avec ces produits-là, nous arrivons à adresser les besoins de nos clients, entreprises, professionnels et particuliers. Parce que c'est la question que j'allais vous poser pour revenir à la spécificité de Banque Yossar. J'observe un peu tout ce qui s'est passé sur le marché. Moi, je regrette, entre guillemets, je vous ai déjà livré, que ça ne soit dominé que par la Murabaha, parce que la portée éthique et participative et porteuse d'un capitalisme plus éthique, finalement c'est ça. Pour le financement des entreprises, on trouve tout dans la finance islamique ou dans la finance participative. Et le moteur, même dans le monde entier, c'est pas le propre du Maroc, hein, même en Malaisie. Exact. C'est la Murabaha parce que c'est le plus simple aussi. Hein, j'imagine que c'est le produit le plus simple. Alors qu'on a des produits, que ce soit le Musharaka, le Mudaraba, on est calqué quasiment sur le partage de risque avec la banque et il y a cette espèce de confiance qui est donnée.
et je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus. C'est quoi le problème? C'est le volume? C'est l'ingénierie? C'est le manque de confiance sur les opérateurs du marché? C'est quoi? Non, en fait, c'est une industrie en construction, il ne faut pas l'oublier. Nous avons 6 ans d'âge, donc c'est dans l'ordre des choses. La construction se fait petit à petit. La murabaha, en fait, ça pénalise aussi les banques parce que c'est pas le produit le plus lucratif. C'est pas le produit où on gagne le plus. On aurait pu, en faisant par exemple sur le Salem, en achetant une marchandise, en la revendant, en allant sur le marché pour la revendre, on peut exploser nos marges. Bon, on le fait autrement aujourd'hui, mais bon, ça c'est la réalité du produit. Sur la musharaka mutanaqisa, on peut avoir aussi choisir le prix de cession à chaque fois. Sur la Mudaraba, c'est carrément, on est sur le marché, on est associé, et là, on capte tout le rendement et on capte tout le bénéfice. Donc, c'est pour vous dire que si les banques sont limitées à la Murabaha, c'est pas forcément en leur faveur. C'est pas le produit d'abord le plus apprécié par les professionnels de l'industrie participative et islamique. Ouais, d'accord. Voilà. Votre spécificité, je parlais de Banque Eliosa, c'est vrai que, pour revenir à ce sujet-là, c'est pour ça que je vous ai posé la question, le marché des particuliers, c'est les particuliers qui ont été ciblés en premier. Oui. Pour jouer sur ce levier déjà psychologique. Oui. Parce que vous disiez, est-ce que ça, on y reviendra aussi, qui vient chez vous, mais votre spécificité, c'est aussi les entreprises et les TPE. Et ça, je pense que c'est une particularité. C'est une particularité sur le marché. Il n'y a pas beaucoup qui ont investi ce segment. Quoi. En fait, on n'a pas encore fait le point pour voir qui a investi, qui ne l'a pas encore fait, mais de manière déclarée, reconnue par le marché, nous sommes les seuls. Reconnus par le marché encore une fois. Et puis, quand vous voyez les chiffres, nous avons une part de marché qui est énorme par rapport, je veux dire, une part de marché sur l'entreprise. L'entreprise participative, elle est presque, on dépasse les 60%. Donc, on est bien installé, on a des taux de satisfaction de la clientèle qui sont très, très appréciables aussi. Donc, on est bien installé sur le marché de l'entreprise. Mais encore une fois, c'est un choix stratégique, mais il n'y a pas d'exclusivité. Nous ne sommes pas nous nous adressons pas exclusivement à l'entreprise. Nous adressons aussi aux particuliers. D'abord, nous avons une offre complète et nous avons beaucoup de produits que nous sommes les seuls à proposer pour le particulier. Par exemple, nous avons le différé gratuit sur les cartes que personne ne propose. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes en gêne de trésorerie, vous faites vos achats, on ne vous prend rien du tout, on vous prélève jusqu'à la fin du mois et il n'y a pas d'agiot, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt que vous payiez sur ça. La e-Murabaha, nous sommes les premiers à avoir digitalisé la Murabaha. Maintenant, nous donnons des cartes à nos clients particuliers, aux professionnels aussi. Et avec cette carte, ils peuvent faire les achats en équipement qu'ils veulent et ils remboursent sur la période que nous aurons convenue initialement. Le découvert n'existe pas en finance participative? Le découvert, si, le découvert... La facilité de caisse. Non, la facilité de caisse, rémunérer un produit, non. Voilà. C'est gratuit ou vous ne le faites pas. Ah, ou vous le faites gratuitement. Oui, sur la carte ou vous le faites. C'est une comptabilisation différée. Mais il n'y a pas de financement. Vous ne payez pas 14%. Non. Ni 14, ni 0,5. Ok, ça marche. Alors, autre spécificité, c'est aussi sur d'un point de vue sectoriel. Alors, moi, j'aime bien de voir quand on est dans une finance éthique, qu'on finance aussi des secteurs qui se veulent éthiques. Exactement. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes sur la santé. Oui. Et alors, c'est quoi? C'est les professionnels de santé? C'est les entreprises qui agissent dans le secteur de la santé? Et de quelle manière, on va dire, vous designez au niveau de la finance participative, des choses qui peuvent servir à... Alors, justement, comme vous l'avez dit, nous ne pouvions pas, avec notre ADN, rester en marge d'un secteur qui s'occupe du bien-être des populations. Donc, nous avons, c'est maintenant que nous lançons une offre globale, j'aurai tout à l'heure l'occasion d'en parler, pour les professionnels de la santé, c'est que nous avons pris le temps de la construire. Et le temps
de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit en parfaite adéquation avec les attentes des professionnels. Nous avons démarré par des enquêtes terrain, des entretiens. Nous avons mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir leur être le plus exhaustif possible. Nous connaissons leurs priorités et nous avons dans notre offre répondu à ces priorités. À ces priorités-là, c'est pas un produit, c'est tout un ensemble. C'est à la fois des produits, une tarification, des process, des délais, de l'accompagnement, du partenariat. C'est global. C'est global. Et donc, voilà, nous étions stratégiquement et donc prioritairement non, mais par la force des choses, nous savons, avec le succès qu'on a eu sur l'entreprise, nous sommes beaucoup plus connus sur l'entreprise, mais nous avons tout ce qu'il faut, toute la panoplie de produits qui dépasse même l'offre des consoeurs participatifs sur le particulier. Et aujourd'hui, avec cette offre professionnelle, nous sommes en train encore de marquer des points, ça, parce qu'elle est globale, elle est en parfaite adéquation avec les attentes. En tout cas, c'est ce qui remonte. Alors, quand on adresse des secteurs bien particuliers au niveau du financement, c'est qu'on connaît les cycles d'exploitation. Alors, on met dans le secteur de la santé, c'est pour ça que je vais poser est-ce que c'est des médecins, quand on a un dentiste, par exemple, qui veut s'installer, il doit acheter du matériel, ça coûte très cher. Si on est dans le financement d'une clinique, là, c'est autre chose. On est sur d'autres niveaux. Exact. Les matériels médicaux coûtent de plus en plus cher, parce qu'ils sont de plus en plus perfectionnés. Donc, de quelle manière vous les ciblez? Alors, en fait, il n'y a pas de cible. Tous les professionnels de la santé qui désirent s'installer, s'agrandir, moderniser leur équipement, sont les bienvenus. Et avec eux, nous montons le projet. Nous les accompagnons sur toutes les phases de cet investissement. Je ne parle pas uniquement des cliniques, je parle des laboratoires, je parle des centres de radiologie, je parle des centres de dialyse, je parle du médecin qui veut s'installer dans son propre, moyennant un cabinet privé. Je parle de tous ces gens-là. Même l'offre va au-delà parce qu'en fait, on traite tant la vie professionnelle que vie privée. Les besoins privés aussi ont été ciblés par une offre spécifique. Donc, quand on a un professionnel avec nous, nous l'accompagnons sur la totalité, sur le choix de sa forme juridique et sur le choix sur des questions peut-être fiscales aussi, donc ça, c'est sur la partie gouvernance, non financière de tout l'accompagnement. Toute la partie non financière que nous pouvons traiter en propre, comme nous pouvons mettre en relation avec nos partenaires, parce que nous avons des partenaires et des conventions avec des entités qui sont spécialisées, dont l'efficacité est reconnue par le marché, et les mises en relation peuvent se faire pour la gouvernance, il y a énormément de questions. Mais la principale où nos experts et nos ressources humaines excellent, c'est dans la construction du business plan. Et ce business plan est construit en fonction du potentiel de la région, en fonction du dimensionnement qu'il faut donner par exemple, à une entité, clinique, laboratoire. Et donc, c'est dans le choix, le médecin choisit, et c'est lui le professionnel, les machines qu'il faut. Mais par contre, il faut que nous puissions un peu challenger le taux d'occupation de ces machines, le chiffre d'affaires dans le détail, nombre de consultations, nombre d'interventions. Vous passez dans la partie, les indicateurs auxquels un professionnel de santé finalement ne doit pas s'attarder. Le détail, et puis il y a une chose aussi à laquelle que peut-être les professionnels peuvent oublier, c'est d'examiner leurs besoins au fond de roulement, parce qu'avant le démarrage d'une entité, attention, il faut tourner avant qu'on commence à encaisser. Souvent ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on fait en sorte de cerner même les besoins, toute la trésorerie nécessaire pendant la période de démarrage,
pour pouvoir l'intégrer au programme de financement et choisir ensemble avec le porteur de projet ce qui va être pris en charge par nous, ce qu'il va faire. Ou c'est de la... C'est de la murabaha. C'est de la murabaha. Sur l'équipement, Oui, etc. c'est de la ça. murabaha. Mais c'est une spécificité. En fait, on étudie globalement le besoin sur le projet, on donne une ligne globale et puis c'est de simples petits tirages qui se font rapidement. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je vais juste vous demander comment vous voyez les années à venir sur la finance participative. Mais il y a une question que je voulais vous poser, c'est quels sont aujourd'hui les leviers? C'est-à-dire, qui est le client ou la cliente de la finance participative au Maroc? Est-ce que ce sont des gens qui sont juste pétris de conviction? Il y a ceux qui veulent vraiment avoir une finance éthique ou une finance islamique telle qu'ils la conçoivent, ou d'autres personnes qui se disent tiens, non seulement c'est éthique, mais aussi qui ont des notions de coût, ou alors avoir un peu de différence. Parce qu'il faut quand même souligner que la principale place financière islamique au monde, c'est Londres, que le plus gros marché, c'est la Malaisie, que les plus grands, en proportion, les utilisateurs de la finance islamique ne sont pas des musulmans. Non, mais c'est important de le dire. Donc, il y a la conviction et puis aussi le pragmatisme de certains clients qui se disent oui, c'est vraiment éthique. Donc, qui est vous? Qui sont vos clients? C'est vraiment éthique. Alors, nos clients, c'est d'abord ceux qui sont restés en sous-équipement bancaire et qui étaient dans l'attente justement de banques participatives pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, par exemple, des gens qui n'ont jamais pris de crédit parce qu'ils ne voulaient pas payer. Il n'est pas propriétaire, il a toujours été locataire pour ne pas prendre de crédit, ne pas devoir payer. Il est patron d'entreprise, mais il a une petite entreprise qui, j'oublierai jamais un client qui m'a dit, dès que j'ai fait le premier dossier chez vous, j'ai avancé de 5 ans d'un coup. Donc, c'est ça, nous sommes un accélérateur de succès. Financement, oui, parce qu'ils se privaient de financement. On respecte, c'est des gens qui respectent leurs convictions et qui les mettent bien avant leur intérêt financier. Bon, ça se respecte. Alors, mais nous n'avons pas que ces gens-là, nous avons aussi parmi nos clients, et ça nous en sommes particulièrement fiers, d'autres personnes pour qui c'est la même chose en fait. Ils sont déjà dans le système conventionnel, mais bon, ils sont venus voir ce que c'est. Ils ont trouvé une banque complète avec tous les produits qu'il faut. Ils ont trouvé une écoute, une proximité parce qu'on est à taille humaine et l'expérience client n'est pas du tout la même. Donc, c'est comme avoir une classe avec 50 gamins et une classe avec 10. Vous passez à 10 et vous êtes choyés. Là, vous êtes choyés. C'est ça. Donc, ils sont ravis d'être parmi nous. Alors, si je devais tracer un peu le profil de nos clients sur le particulier, c'est des personnes jeunes, instruites. La moyenne d'âge n'est pas du tout élevée. D'accord. C'est donc, des personnes... c'est contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Oui. Contrairement à Milhaj avec pas un truc du tout un Milhaj. Non, ok, d'accord. Non. Okay. Mais bon, un Milhaj est bienvenu s'il veut bien de nous. On a tous un Milhaj qu'on adore, mais je veux dire, dans l'image, c'est pas ça. Quoi. Alors, et pour la partie entreprise, c'est des entreprises familiales bien installées qui ont réussi. Le papa est là, les enfants sont là aussi, il est en train de construire la relève et ils nous rejoignent. C'est ça un peu le profil. Alors vraiment, dernière question sur la clientèle aussi, c'est important. Est-ce que finalement, ça filtre pas aussi votre taux de casse? Parce que comme dans toute banque... donc j'imagine il est faible, il est aligné sur ce qu'on peut voir sur le marché ou beaucoup moins? Alors, il est faible. C'est du bois, d'accord. il est faible. Quand je dis taux de casse, c'est les gens qui ne remboursent pas, les créances en souffrance, etc. Alors, il est faible pour deux choses. Parce que tous ceux qui passent à la casse ne sont pas des gens de mauvaise foi. D'accord. Le marché est difficile. Le marché est difficile. Et on a besoin d'être accompagné quand on est en difficulté. Donc, le taux est faible parce que nous restons vigilants. Nous savons que de toute façon, nous sommes partenaires. Et si nous perdons tous les deux. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, nous faisons un suivi rapproché pour pouvoir trouver rapidement une solution. Mais aussi, il y a énormément de très bonnes dispositions dans nos clients. Je donne juste un exemple. Par exemple, pour le Covid, beaucoup étaient à court de trésorerie. En fait, ils ont perdu. Sur les échelles. Alors, nos clients, certains de nos clients sont venus demander des reports. Nous avons accordé des reports gratuits. Gratuits, encore une fois. Nous n'avons rien facturé. Mais
il y en avait qui avaient demandé des reports pour 6 mois, mais qui ont repris après 4 mois ou là 3 mois. On a senti que personne ne voulait profiter de quoi que ce soit. Et ça a été vraiment réconfortant parce que c'était finalement un bon exercice. Exact. Ça vous a permis de voir le... Ouais. C'est dans la difficulté que vraiment que les liens se tissent. C'est dans les crises qu'on voit la véracité des gens. Dernière question, vraiment la dernière. Comment est-ce que vous voyez finalement Là, on est fin 2024, on va dire, allez, 2025, et puis les 5 années qui arrivent, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'effervescence avec l'échéance 2030 qui est une étape. Donc, il y a beaucoup de demandes de financement, des investissements. On le sent, je ne sais pas si dans le milieu business, etc. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Est-ce que vous allez en profiter? Est-ce que vous accompagnez tout ça? Clairement, on en profite déjà. On est très bien installé dans le paysage financier. On accompagne les projets. Nous finançons les marchés publics. Nous finançons les projets privés d'investissement. Nous sommes clairement là à participer à cette dynamique, à cette construction, à cette effervescence qu'il y a ce projet où nous avons vraiment besoin d'un projet fédérateur au Maroc, et je pense que cette Coupe du Monde, c'était le petit déclic. C'était le petit déclic qu'il nous fallait. Et moi, je vois de très belles années devant nous. D'ailleurs, vous voyez, les chiffres à juin 2024 ont été publiés. Ils sont plus qu'encourageants. Beaucoup de banques sont passées au vert. Les choses vont très bien. Les volumes sont en train d'augmenter. Le dynamisme, je vous ai dit tout à l'heure, sur l'additionnel, les banques participatives sont très dynamiques et prennent encore du terrain. Donc, ça s'annonce très bien. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mouna, d'avoir été avec nous. Voilà, vous en savez un peu plus sur la finance participative. On reviendra sur ce sujet. Vous en savez un peu plus aussi sur le positionnement de Banque Eliousal. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos commentaires et aussi nous proposer les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. À très bientôt. Bye bye.